On a la manette pour le parler. Oui. Alors, j'inviterai tout le monde à reprendre place. Nous allons poursuivre ce forum Sciences-Société sur l'innovation sociale. Peut-être des gens qui sont à l'extérieur. Si des gens pouvaient prévenir ceux qui sont à l'extérieur qu'on recommence. Ah, d'accord. Merci, André. C'est vrai qu'avec l'appel du gong tibétain, tout le monde a su qu'on recommençait. Je salue de nouveau les gens qui nous suivent en web diffusion. Et je vous rappelle que vous pouvez partager le contenu de cette journée avec vos amis, vos abonnés sur Twitter avec le mot-clic RQIS. Et j'invite quelqu'un dans la salle à prendre mon relais sur Twitter parce que comme animateur, ce sera difficile pour moi de continuer à envoyer des messages comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, nous allons reprendre donc avec une première table ronde sur la thématique de pourquoi l'innovation sociale. Parce que c'est certainement, comme dirait Nancy Nimtan, que je salue, qui est dans la salle, la présidente du chantier d'économie sociale, on ne se lève pas le matin en se demandant si aujourd'hui on va faire de l'innovation sociale. On en fait parce qu'on est motivé par l'idée de trouver des solutions et les mettre en œuvre à des problèmes que nous partageons. Donc, on va réfléchir ensemble au cours de la prochaine heure et quart avec deux invités. Mon premier invité, c'est Camille Bouchard. Camille Bouchard, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'une des raisons pour lesquelles nous l'avons invité aujourd'hui, c'est qu'il est l'un des premiers rédacteurs d'une définition de l'innovation sociale au Québec dans le cadre d'une politique de recherche et de sciences et de technologie et d'innovation qui avait été pilotée par Jean Rochon à l'époque, si ma mémoire est bonne. Mais Camille Bouchard, c'est aussi un chercheur en écologie humaine et sociale. Il a été professeur et chercheur en psychologie à l'UQAM de 1975 à 2003. Il a été député à l'Assemblée nationale du Québec pendant 7 ans, de 2003 à 2009. Il est aussi très connu pour être l'auteur d'un rapport qui s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants », qui a été publié en 1991 et qui a inspiré en fait, plusieurs programmes et politiques gouvernementales, dont la création d'un réseau de services de garde éducatifs à tarifs réduits, les centres de la petite enfance. Et puis, il regarde maintenant grandir ses petits-enfants tout en gardant un vif intérêt pour l'amélioration des politiques sociales et économiques du Québec. Alors, on a demandé à Camille Bouchard de venir nous dire pourquoi, selon lui, au cours des années qui viennent, nous aurons, en effet, besoin d'innovation sociale. Notre deuxième invitée s'appelle Louise Pulford. Louise Pulford, bienvenue, est la directrice d'un réseau international qui regroupe 5000 individus et organismes qui sont impliqués dans l'innovation sociale. C'est un réseau qui s'appelle Social Innovation Exchange. Et un peu comme le RQIS, il s'est constitué en organisme autonome au début de l'année 2013. Auparavant, il était logé à la Young Foundation à Londres, qui est une fondation qui appuie, soutient, fait la promotion de l'innovation sociale au Royaume-Uni et partout dans le monde. Madame Pulford a aussi coordonné le consortium européen qui dirige le projet Social Innovation Europe, qui est un réseau européen œuvrant pour l'innovation sociale. Elle a elle-même travaillé à Young Foundation pendant quelques années. Et a été impliquée dans une variété de projets, incluant le développement du programme Uprising, un programme qui incite les jeunes à devenir des leaders en s'engageant davantage dans la vie publique et dans la prise de décision. Elle préside le fonds Alec Dixon, qui offre des financements pour la promotion du volontariat à travers le Royaume-Uni. Nous avons invité Mme Pulford justement pour nous parler de ce principe du réseau
d'innovateurs sociaux, d'innovation sociale, dans ce cas-ci à l'échelle globale, que nous cherchons à reproduire ici à l'échelle du Québec. Alors, je vais commencer la discussion en donnant la parole à Camille Bouchard. Bonjour Camille Bouchard. Bonjour. Et, ça fonctionne ça? Oui, ça fonctionne. Ah, il faut juste me mettre devant la bouche. Et puis donc, à qui je demande, pourquoi l'innovation sociale? Pourquoi en aura-t-on besoin au cours des prochaines années? À quels défis on va vouloir répondre? À quels problèmes on va vouloir résoudre? À quoi ça va servir, l'innovation sociale? Je vais commencer par vous ramener à vos 12 ans, Michel. À mes 12 ans à moi? Oui. Pourquoi je suis impliqué comme ça, personnellement? C'est parce que je vous ramène en 1972. Ah, d'accord. Il n'y a pas que moi qui est en cause. Vous étiez sans doute en train de faire votre thèse de doctorat dans une bibliothèque. Et durant ce temps-là, il y a un groupe qui déposait un rapport extrêmement important sous la direction de Dennis Meadows. Le Club de Rome produisait son rapport. En anglais, ça s'appelait Limits to Growth. En français, halte à la croissance avec un point d'interrogation. Il n'y avait pas de point d'interrogation en anglais. C'est sans doute que le traducteur se demandait si la traduction était correcte, puis il y avait même un point d'interrogation, puis c'est resté. Le rapport décrivait quelle allait être la progression dans notre production effrénée de pollution, quelle allait être la croissance de la population, la croissance des besoins en alimentation sur la planète, la décroissance des ressources non renouvelables, et c'était un véritable cri d'alerte. Réaction au rapport Meadows, catastrophisme, disaient les gens, la plupart des gens, très dubitatif, surtout les économistes néolibéraux. Mais finalement, avec le recul et avec le temps, et avec l'âge, on s'aperçoit que les prédictions étaient ou bien exactes, ou bien rigoureusement exactes. Et en 2007, le GIEC, lui aussi, se met à prédire un certain nombre de choses, dont le réchauffement de la planète pour les années à venir et la fonte de la banquise glaciaire. Et ils se trompent. Ils se trompent parce qu'ils étaient trop optimistes. Et on voit maintenant la banquise glaciaire qui fond à vue d'œil, et il y a des simulations de ça absolument fascinantes sur Internet. Mais rien n'y fait. Nous continuons à définir notre bien-être et notre développement à partir du taux de croissance, c'est-à-dire à partir du produit intérieur brut. Et il y a encore des gouvernements que j'appellerais bitumineux et des pans entiers de la population qui se réfugient dans le déni. Et je pense que nous sommes atteints, je vais arriver à l'innovation sociale éventuellement, mais je suis psychologue, alors je vais passer par la pathologie. Nous sommes atteints d'une pathologie sociale et culturelle importante. Nous sommes dépendants de la croissance. Et c'est une pathologie qui ressemble beaucoup à un syndrome que vous connaissez peut-être, le syndrome de Berger. Le syndrome de Berger, c'est une vasoconstriction excessive et quelquefois une calcification des artères ou des veines de calibre moyen ou petit, celles qui irriguent notamment les extrémités, les doigts, les orteils, les pieds, les mains, et qui fait en sorte qu'éventuellement, on est obligé de se faire amputer les membres parce que cette vasoconstriction n'arrive plus à irriguer nos membres. Donc, il y a des amputations. Et ce syndrome apparaît dans des cas de tabagisme extrême. Et vous avez des photos dans les revues médicales de personnes qui sont désormais atteintes du syndrome depuis un bon bout de temps, qui sont assises dans leur chaise roulante et qui fument leur cigarette comme ça. Parce que la dépendance est extrême, comme notre dépendance est extrême à la croissance. Et les gens perdent des membres, des pieds, des mains dans ces conditions-là. Et nous sommes en train de perdre des choses très importantes sur la planète. Nous perdons la banquise, nous perdons les littoraux, nous sommes en perte énorme en même temps de confiance dans nos États, nous sommes en perte énorme de vie. Il faut voir les statistiques de suicide dans les pays de l'OCDE, notamment en Europe par les temps qui courent et aux États-Unis, qui augmentent considérablement.
Nous sommes en perte de repères, du sens à donner à nos vies. Nous avons remplacé le sens d'être par le sens d'avoir, et nous sommes entrés dans une civilisation de la surconsommation extrême. Ce que j'appellerais, et là j'ai bien hâte d'entendre, j'aimerais ça entendre la traduction de ça, le triomphe du cossin. Oh boy, couch potato. Sacrement. Bon. Je pense que c'est pas sûr. Triomphe du kitsch. Et là, écoutez, il n'y a qu'à voir l'endettement des ménages canadiens. Dernière statistique là-dessus, les ménages canadiens, une fois les impôts et les taxes payés, doivent, sur le 100 $ disponible qui reste, les ménages, en moyenne, en doivent 166 $. Chez les Québécois, c'est moins pire un peu. Je pense que c'est 152. On est sans doute moins solvable pour les compagnies de crédit. Et cette augmentation de l'endettement a connu un accroissement spectaculaire de 700 % durant les 20 dernières années, non pas sur les hypothèques, non pas donc sur l'acquisition de biens qui sont relativement durables, mais sur la consommation. Alors, ce bref survol de la pathologie qui nous atteint nous conduit à quoi? Est-ce qu'on devrait abdiquer devant un effondrement d'une civilisation telle que le prédit désormais une nouvelle version du groupe du Club de Rome pour les années 2100? Ou est-ce qu'on doit choisir entre un grand ou un petit effondrement? Moi, j'ai l'impression qu'on doit désormais se préserver contre un grand effondrement et qu'il y a encore des efforts importants à consentir. Et je nommerai 4 chantiers d'innovation sociale qui m'apparaissent importants, localement, régionalement, et qui peuvent avoir un impact mondialement. Le premier chantier, c'est un chantier de réforme de la fiscalité des ménages. Nous avons inventé toutes sortes de façons pour faciliter aux gens la consommation pour que la machine tourne, notamment les taux directeurs d'emprunt chez les banques qui en profitent bien. Je pense que désormais, il est temps d'innover dans cette matière-là et de permettre aux ménages à revenus modestes d'adhérer à une fiscalité qui leur permet d'épargner pour investir dans leur développement. Il y a des expériences qui se font dans le monde qui s'appellent les comptes de développement individuel, Individual Development Account. Il y a 35 États ou 36 aux États-Unis qui le font. Il y a quelques expériences canadiennes dans le domaine aussi. Et essentiellement, ce que c'est que dans la mesure où vous pouvez épargner $1, l'État apparie $1 à votre compte. Et cette épargne est destinée soit à l'investissement en formation, ou soit à l'investissement, par exemple, dans une coopérative de logement. Alors ça, c'est un premier chantier qui m'apparaît important, qu'on puisse réintégrer, se réinsérer dans une frugalité un peu plus importante de notre capacité de gestion. Dans une perspective à plus long terme, moi, je pense qu'il faut continuer à faire des efforts pour offrir à nos enfants une école de la compétence civique. Une école où on apprend que la créativité personnelle et notre capacité à tirer son épingle du jeu est un instrument de développement collectif, de développement de sa communauté. Une école où la grammaire et la syntaxe est drastiquement modifiée et où on écrit chacun pour soi. Et ce qui apparaît sous la plume, c'est chacun pour les autres. Il y a de cela chez nous, il y a un réseau formidable d'écoles vertes Brundtland, d'établissements verts Brundtland, qui a été créé par le RECIC Québec à l'époque et la Centrale des syndicats du Québec, qui malheureusement manque beaucoup de soutien financier, mais qui se préoccupe d'introduire dans le développement de nos enfants et de nos jeunes des valeurs telles que la solidarité, la justice, l'équité, la protection de l'environnement et la démocratie. Je pense qu'il faut désormais nommer ces valeurs de façon très explicite et y accrocher des innovations sociales de formation et de façonnement de la citoyenneté. Troisième chantier, créer des alternatives au développement économique classique. Et le Québec est un incubateur extraordinaire de cela, j'en rajouterai pas, simplement pour vous dire que l'économie sociale, l'économie alternative, l'économie coopérative représentent quand même 7, peut-être 8, maintenant 9 %
de notre capacité de croissance, qui est énorme. C'est une économie qui permet de transformer nos efforts de croissance en efforts de développement collectif et de tourner la croissance économique vers le bien-être de ceux qui nous entourent. Et quatrième chantier auquel vous participez aujourd'hui, que je trouve d'une extrême importance, celui du développement d'une opinion publique éclairée. Si vous regardez la télévision, écoutez la radio, le schème dont je fais partie désormais, c'est nous sommes dans une culture de l'opinion que j'appellerais débridée. On entend toutes sortes d'opinions, on voit toutes sortes de titres de journaux, toutes sortes d'indignations, qui finalement arrivent à développer une conscientisation extrêmement superficielle et une opinion publique extrêmement vulnérable, incapable de résister au mode du temps. Et je pense que les sciences sociales, notamment, parce qu'elles ont une mission d'analyse critique de nos sociétés, sont capables d'éclairer l'opinion publique et sont capables d'insérer dans notre réflexion, dans notre capacité d'analyse, quelque chose qui nous permet de dépasser cette espèce de conscientisation superficielle qui fait en sorte que nous recyclons de plus en plus les matières qui le sont parce que nous consommons de plus en plus. Et que nous nous donnons bonne conscience en mettant nos emballages dans la bonne boîte. Nous sommes rendus à un point où les citoyens doivent désormais être placés devant des choix qui leur sont présentés par des organisations comme, par exemple, l'Institut du Nouveau Monde, des organisations non partisanes, des organisations qui peuvent très clairement définir quels sont les chemins possibles, les choix possibles qui s'offrent devant nous et les conséquences de ces choix pour que la population puisse, avec un peu de recul, faire des choix qui sont conscients, mais en même temps engagés. Alors voilà, merci. Merci. J'ai envie de vous poser tout de suite une question, Camille. Je cherche à répondre. Non, bien, la question n'était pas préparée. Mais donc, ces 4 chantiers-là, il y en a quelques-uns qu'on identifie déjà à certains courants ou organisations ou mouvements qui sont existants ou qui sont en gestation ou en émergence au Québec. Mm-hmm. Mais, par exemple, cette réforme de la fiscalité des ménages, de quelle façon on peut arriver à la produire, cette réforme-là? C'est pas comme, par exemple, créer des coopératives comme celles qui nous ont été présentées tout à l'heure. Ça peut être une initiative locale qui répond à un besoin très circonscrit. Là, on parle d'une réforme qui, forcément, entraîne des choix étatiques, puisqu'on parle, on parle de fiscalité. Absolument. Et alors, je sais, on a tous vu apparaître ici les centres de la petite enfance. Vous avez, d'une certaine manière, dans votre rapport Un Québec fou de ses enfants, inspiré cette évolution-là, mais on sait bien qu'avant le rapport, il existait déjà des réseaux de garderies populaires, etc. Mais une réforme de la fiscalité comme ça, je cite le cas des centres de la petite enfance parce que c'est une réforme qui a pris du temps et qui a abouti à ce qu'on connaît aujourd'hui. À mon avis, elle n'a pas pris assez de temps, dans tous les cas. Pardon? À mon avis, elle n'a pas pris assez de temps, mais ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? Bien, on n'a pas été assez longtemps, je pense, dans l'incubation de l'affaire. Nous aurions pu, je pense, prendre un peu plus de temps pour mener à bien des expériences pilotes qui étaient entamées dans le domaine. Oui. Les exigences de politique étant et les pressions électorales étant ce qu'elles sont, les élections de 2008 ont porté, rappelez-vous bien, sur la politique familiale qui avait été écrite par Mme Marois en 1998, qui avait été écrite par Mme Marois en 1997. Et les panneaux publicitaires de, rappelez-vous, Lucien Bouchard, c'était politique familiale, et on promettait l'instauration d'un réseau. Et on a connu ce qu'on a connu, c'est-à-dire un succès foudroyant, mais en même temps une rareté d'offres, ce qui a fait en sorte que la population aurait pu
et ça passait bien près, se désintéresser et rejeter cette initiative-là, tout simplement parce que les besoins étaient tellement grands et l'offre tellement plus suffisante qu'on a pris un risque énorme. Mais Je retiens donc le temps et l'expérimentation. Le temps et l'expérimentation, et ce dont je parlais tantôt sur une fiscalité plus sympathique aux familles à revenus modestes et plus sympathique à un changement culturel qui nous éloigne du syndrome de Berger. Il y a des expérimentations en cours actuellement. Il faut suivre la trace de ces expérimentations et elles vont inspirer, on peut l'espérer, là, des politiques fiscales au niveau de nos gouvernements. Les gouvernements sont des grands innovateurs. Ils peuvent être inspirés par des projets pilotes que les communautés développent et par une population qui est alertée à propos et qui connaît ces expérimentations-là. Donc, la diffusion de ces expérimentations, la connaissance de ces expérimentations, l'impact qu'on peut identifier à force d'études évaluatives et de démonstrations, c'est un élément extrêmement important pour un État innovateur. Il faut voir donc qui propose les innovations à nos États ou à nos gouvernements. Mais vous parlez d'expérience dans d'autres pays. Il y a quelques... Oui, je parlais du Canada, notamment. D'accord. Il y a, je pense, 35 ou 36 États qui font l'expérience. Moi, j'ai connu les Individual Development Accounts à Atlanta. J'ai visité des sites où la population était engagée dans ce type de fiscalité. À l'époque, c'était l'équivalent de Centraide qui appariait les montants que les gens épargnaient, etc. Okay. Et franchement, je ne sais pas où c'est rendu dans l'adoption des lois des États aux États-Unis, mais il y a de cela sans doute 10-15 ans où j'ai connu ce type d'expérimentation. Si vous citez Centraide, ça veut dire qu'à la limite, il pourrait y avoir des organisations similaires ici qui pourraient l'expérimenter sur une base restreinte pour ensuite faire la démonstration au gouvernement que c'est une très bonne idée de le faire. Oui, exactement. Oui. Merci. Mais je pense qu'il faudrait que ça se fasse en même temps que l'on puisse intégrer là-dedans un schème d'économie sociale, une capacité d'adhésion, par exemple, à des coopératives de logement, etc., pour qu'on puisse, dès le point de départ, offrir une architecture davantage ouverte à la concertation, à la collaboration et à la participation des citoyens qui sont sans doute les moins fortunés pour arriver à améliorer leur sort, par exemple, du point de vue du logement. Donc, en plusieurs parties prenantes, j'arrive à vous, Mme Pulford, j'essaie de fouiller... J'essaie de fouiller cette idée, mais donc, au fond, c'est plusieurs organisations, parties prenantes, intervenants, qui peuvent se regrouper dans un laboratoire d'innovation sociale. Oui, exactement. Et élaborer un prototype comme celui-là, éventuellement, qui pourra avoir de l'influence. Merci, Camille Bouchard. Mme Pulford, bienvenue à Québec. Merci d'être avec nous. Vous dirigez donc le Social Innovation Exchange, qui est un réseau international qui regroupe 5000 organismes et personnes. Avant de vous demander pourquoi, selon vous, nous aurons besoin d'innovation sociale et lesquelles dans les années qui viennent, parlez-nous quand même un peu de SIX, de Social Innovation Exchange. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça doit exister? Sure. Merci beaucoup. Thank you very much for inviting me. Firstly, it's slightly unconventional to start, but I should start with an apology. I blame the fact that my French is appalling on our British education system. And so that would be one of the reasons why we need more social innovation, because we have many problems in our education system, in that I can't speak French. So I will speak very slowly. Please tell me if you don't understand anything. The other thing I will say before I start is that all of my experience of working with people from Canada who are running these kinds of organizations has been proven exactly right this morning. Every time I meet Canadians, they say to me, oh, we're not so advanced in this idea of social innovation, we're still learning, we come to you, we want to understand what's happening in the rest of the world. Obviously, because of my job, I think that's good, that we all want to learn from other people.
But from all of my experience, you seem in Canada to be far ahead of everybody else. And not only are you more ahead, you're doing things better in a much more thorough, thought-out way. And that has been proven as well this morning when I realized that RQIS is actually a good few years older than the SIX network, so much better established. And also, I think RQIS exceeds the establishment also of the Young Foundation, which was one of the first centers for social innovation. So more proof that you are ahead of us, which is why it's such a pleasure for me to be here today and to have the opportunity to talk to you all and learn from you. And I'm glad that conversation just happened because it leads me more into what I will talk about with SIX, because I'm actually not really going to answer Michelle's question as to why we need social innovation. Maybe it's because of the work I do, but every day I think, of course we do, of course we do. The question for me is a little bit, what are the structures around that can enable other people to do the social innovation? So before I start, I have prepared a short presentation that will help you, I hope, understand a little bit about where SIX has come from, and also has some nice pictures. A very prominent thinker on social innovation said this to me a couple of years ago, a man called Charles Leadbeater, who many of you need. And I asked him exactly the same question: why are we doing this work? And he said to me, Louise, you want me to go through every sector that has some social problems? And I said, no, thank you. He said, these are the 3 reasons why we need social innovation, and they really stuck with me. Because what we've got isn't good enough, quite clearly, in many cases. Because what we need has changed because of the nature of the way we live today, and what's possible is different. And we see through many of the best examples, I think, of social innovation, that they all tend to use new tech, or many of them tend to use new technologies and new things that show, or new structures, new ways of living that show that what is possible is actually different. So in a way, that's your why. We all know it's not new, and this is a picture of one of the first, the sites of one of the first hospices in the UK. We don't need to go through that. But we do know that even though social innovation isn't new, something happened over the last few years, which enabled people, or allowed people to start talking about this a little bit more, allowed organizations like RQIS to have more prominence. And that thing happened that looked a little bit like this. So in 1990, there was only one center in the world that had social innovation in its title. There was a very lonely man called Joseph Hochgartner. He sat in Vienna and still sits in Vienna running the Center for Social Innovation in Austria. In 2012, there were 1,713 internet-based references to social innovation, organizations, governments, labs, in English on the internet. That's really not very much, given that there are many things that are not in English, and a series of other organizations like the Young Foundation in the UK, where I worked, who have been leading social innovation for many, many years, who don't have social innovation in their name. But so something happened, something exploded. Something also happened, as we all know, within governments, and now across Europe, I think there are 11 countries that all have specific social innovation strategies. We can come on to think about what that actually means, and whether any of those strategies were based on any kind of rigorous evidence. So we know that it's happening everywhere. We know that it's happening across cities, across universities, across communities, across big organizations. The G8 in a few weeks has a whole section dedicated to the new finance tool, social impact bonds. When people get this, they want to talk about it a lot. And we'll come on to some of the key challenges that I think arise from that. Particularly
shown in an article that I read on the plane over here on the way in the Stanford Social Innovation Review called The Problem with Winning. And that describes some of the problems that we have given that everybody is doing it. But I think there are some things that we can think about in terms of key characteristics of social innovation. It looks very different in different contexts and in very different countries. But I think across those contexts, whether you have a big state or a big community, big civil society, there are some characteristics that work for everyone. And I think they would fit for you here as well. Around the many discussions on definition, the word in there that I think is interesting is capacity. So lots of people think one of the characteristics of social innovation is that people are empowered to do something. People have the capacity to act. And increasing capacity maybe comes to Michelle's question of why. We have the capacity to do more. It's also very fashionable now to talk about doing things or with. It feels like it's everything. Collaboration, co-design, etc., etc. Everybody is doing things together. And so together seems to also be one of the characteristics. And again, to answer the why, the structures and systems are there to enable us to do more things together. As far as how our communities are designed and the places that we physically live, there is more co these days, perhaps. And this other part that Stephen Goldsmith, I think, in the US identifies or just describes really well. One of the features of social innovation is that it can happen anywhere. Many people think it needs to happen when two sectors meet, so it needs to be a collaboration. I think that's helpful for me. But the fact that social innovation is not just for the charities, for the NGOs, really helps us think about the way we attack it in terms of the rigor. There is no reason why social innovation is any less rigorous than any other kind of innovation. So it can happen anywhere. So we know there are loads of great examples. I just would like to share with you two of my favorites, because I feel that no one can have conversations about social innovation without talking about what it is. Again, tackling the question of why a little bit more. I know we've had some really good examples this morning. If you'll allow me, I'll just share my favorite too. So this is one of my favorites because it's something I am part of. It's an initiative called the Good Gym. So it's a new approach to exercise, and it's doing two things. It's one, motivating me to run, because clearly me paying a lot of money to a gym every month still doesn't motivate me to go there. I just support it financially without doing any exercise. And secondly, it tackles the problem of older people and isolation. So the idea is that Good Gym hooks me up partners me with an older person that needs something. And I established that Margaret, who I go to visit, needs some bananas. Now, if I don't run to Margaret every week, Margaret won't get her bananas, and Margaret is sitting at home on a Tuesday at 1 o'clock waiting for her bananas to be delivered. So it enables us to have a very short conversation, but it also enables many other things to start happening. It's a new approach to Margaret's care, because I will be able to notice 1 week, for example, if Margaret doesn't answer the door because she's fallen over. I will be able to notice 1 week if Margaret tells me that she hasn't eaten because her food hasn't been delivered. So whilst it's also a nice way for me and Margaret to have a conversation, it's also a way for us to have a much more holistic view or a much more holistic approach of how we deal with Margaret's care. So that's one of my favourites. And the second one of my favourites I'll show you, it came from Australia. And it talks to the point that was made earlier on about not having enough time. So something Family by Family did, which I don't think happens enough in the field of social innovation, is they put a huge amount of investment into the process of designing this project. There was probably around 250 different prototypes of this project before it was where it is now, and it's still being constantly refined. But every time they prototyped it, they tweaked something about the way they attracted people to come on the program, which I'll tell you about,
or their marketing material to the state, or the way they spoke to the families, or the design of the sessions that they ran with the families. So every time they prototype something, they tweak something. They put a huge amount of investment, therefore, into the design process, but also a huge amount of investment into telling the story. And I think one of the problems that we have often, or that we see often in the field of social innovation, is that it's hard to understand. There aren't enough great stories out there, not because there aren't enough great projects, but people aren't able to communicate well enough. So this was a great example, and essentially what it is, it's families helping other families. Troubled families who have really difficult and challenging lives being partnered with other families who also have challenging and difficult lives, and then mentoring each other through an approach. Again, you think about innovation, it doesn't in some ways seem very innovative at all, but no one had done that, and worked very, very closely with all of the different sectors, including the South Australian government who were doing that. So I think that's an interesting approach. What's changing very quickly? So we're all doing more social innovation, we know, because there are lots and lots of new tools out there enabling us to do it. So this is a picture of a recent European Commission competition or prize to find new approaches to young people and work. Why is this interesting? It's interesting as a tool because governments are using prizes, for example, or the European Commission is at least, as a new approach to procurement. So finding new things to fund in a very different way. So it allows more people to access public money that they wouldn't have done because they're being tackled in a different way. So that's just one of the many different tools that governments are using to encourage more of this innovation. Therefore, more people who are doing brilliant projects are coming into the limelight. So that's one of the whys. The other whys is there is a hub and a lab and a centre for social innovation on almost every corner of every street. Slight exaggeration, but all of these examples of hubs and labs, from the Australian Centre, the Bold Ideas Better Lives Centre, to the Helsinki Design Lab, which works with an innovation fund, to the hub, which lots of you will know, all work in very different ways. Whether they're inside government, whether they're outside governments, whether they're working across governments, whether they're completely independent. But they all work in very different ways. And the example we heard of this morning of putting together either a physical place or a set of supports in the form of people to encourage new solutions to come about. So why are we seeing more social innovation? Because there are lots more physical places that it is. But also we're, and again we've already touched on this, but we're living our lives completely differently. Consumers are no longer consumers. There is a rise in mutuals and co-ops. We share things all the time. This is the example of BlaBlaCar, the French company, who do car sharing. Airbnb is a normal way to go on holiday these days. These are all household names. And that's because individuals are doing more for themselves. Partly because of the constraints in government, but also partly because we have the technology to enable us to do this. So this is such a simple way to share a journey with someone else. So we're living our lives really, really differently. And there's lots and lots of language and work done around new economies and ways that this is happening. So obviously there comes lots of challenges with this. I am going to talk about 6, I promise. It's coming, it's explaining why. Obviously with this comes lots of challenges. So for example, on the sharing point, what does it mean if we decide to share a drill or a boat or a house or whatever it does? What does that mean for traditional sectors and things like insurance? You need to have a very different insurance scheme to ensure something that we are sharing. So it begs the question of what does that mean for the systems in which we live and the way we live? And how do we start to do more of this? So one way is
the one thing that we need, I think, is a change in mindset of governments, of individuals and communities about what's possible, and about how we look at systems, how we approach a systemic change, really, in order for all of these small things to happen. We also need tools and skills and the capacity to use them. So it's very helpful that there are lots of things on offer that are enabling us to do social innovation, but if we don't know how to use them, we can't do it. And this is a picture of a bricolage sculpture. I put this here because it shows that actually this is something that is used, a sculpture that has used lots and lots of different resources to make one thing. And actually, what we need to do is we need to get better at using lots of different resources, at learning from different projects, at taking the bits that work of those projects and putting them into our own contexts, of adopting and adapting things, of essentially being translators of things that are working in other places and putting them in our own situations in the right context. And in order to do that, you need the tools and the skills to be able to do it, and you need to have the understanding. And finally, we really need a good supportive environment, and this is the Social Innovation Europe project that we talked about earlier on. That was one of the first initiatives from the European Commission to support, or which recognised innovation as also being social as well as technological. So we need that kind of supportive environment around us. But the most important thing for us at SIX is that we need better networks and systems of learning and sharing and exchange. A lot like RQIS. SIX was initially established in 2007, 2008 to promote and advocate for social innovation as a method of doing things. Not many people at that time, particularly in Europe, and certainly in Asia and Australia, were talking about this thing called social innovation. There was very little understanding of the process, of how it happens. It was felt that social innovation was for the crazy people down the garden in their shed who'd just come up with a brilliant idea, and hurrah, the social problems would be solved. Not that there could be a process and a way that everybody could engage in social innovation. So SIX was put in place to advocate for those things. And it is now a network of almost 6,000 or over 6,000 individuals or organizations who are working in this field across sectors. And our core vision is really this. It's that ideas, talent can be shared across disciplines, across cultures, across countries, so that social innovators can more easily do what they're trying to do. And I present these to you because they're very, very core to the way that we work with SIX. So SIX is not quite like other networks that work in this area. Then it's not quite like social entrepreneurship networks or Ashoka or Skoll, in that our focus is less on the individuals who are doing the great stuff and more on the process and the way that people are doing it. Because we feel that once that is understood, more people can do it. So the celebration is really of solutions for us, not for heroes, which often means that we're thought of, well, we're slightly quieter and definitely less sexy than all of the other ones, but we're okay with that. It's very much about engaging. It's very much about connecting as peers. We never have anybody speaking there is never any hierarchy at a SIX event. Everybody is a peer. And it's about doing things together. So we very much inspire doing things together. So the premise for setting up SIX, which is essentially a network that convenes people, what we do is we bring people together. It's because we bring people together because we want to know what's going on already around the world. So we want to know the best approach to homelessness. We want to know the best approach to getting our young people back into jobs. We want to know the best approaches to helping tackle isolation with older people. So that's step one. We just want to know what's going on.
Step 2 is we want to do the point where we understand how. So we convene a series of different activities and experiences for people all over the world to understand the how a little bit more. So this is some photos of video conferencing sessions that we do in partnership with Cisco, where we pick an issue around the process of social innovation and really understand what is going on with it and how it's working. So, for example, the idea of social impact bonds. We would bring together people in Canada, the US, Australia, who will all have a slightly different design of their method of social impact bonds. And for 2 hours, a couple of times in a series, we'll bring these people together and really analyse why they designed the thing they designed, in what way, for who, and how. And then we will publicise this information that if someone, for example, wants to go and set up their own social impact bond, they're much more informed about the real ways of doing it. So what was really hard? And then this point about capacity and skills, Six is doing more work now in terms of learning and training for social innovation. Once we know what's going on, we understand, we want to know how to actually do it. So there are a series of programs all over the world. The Canadian ones, I think, are some of the best. But this is an example called the Open Workshop, which came out of Nesta, which has a series of small modules that you can dip in and out of online for how to do, for example, prototyping. What are the 9 different ways that you can do prototyping? What are the 9 different ways to scale your project, with little tutorials on each? And we'll be doing more of this in person as well. So my final thing about why we do what we do at Six is that it's because it's not easy. And I tend not to disagree with former presidents publicly too much, but I think this quote from Clinton says it all and says exactly why Six is needed, because it's not as easy as knowing what's going on somewhere and just scaling it up. There is that whole process of learning and sharing, and actually what we really believe in Six is that the learning and the sharing isn't easy. Because if you just meet someone and you don't know them so well, you're very unlikely, and they could be a funder or they could be a supporter, for example, you're very unlikely to tell them where you really, really struggled. You're very unlikely to tell them about the 5 times when completely wrong, you lost a load of money, but you still learned from it. So the reason we set up Six and the way we set it up, where it's a tight community really, rather than a broad network, and has communities around the world that are regionally based, is that the part about support and trust is key for us. And I said we hosted an event last year in Adelaide, the most boring city in Australia, which is very far away from no one's from Adelaide, right? It's very far away from anywhere else, and a colleague came all the way from Portland, and I said to her, why did you come so far just to come to a Six event? There's only 60 people here. You've traveled God knows how many hours and days to be here. And she said, the reason I come to this is because the work that I do isn't easy. Not that many people get it. I feel incredibly lonely sometimes as a social innovator. I need to have a network of support and community around me in order to give me the motivation to go back out and do what is otherwise quite lonely work. And so the support and trust from our network, I think, is really, really important for how we go forward doing social innovation. And this, I know, looks like a fun barbecue, but this is actually a Six event. This is what we do. We sit around on hay bales and eat food to develop that sense of community amongst us. So I hope we will have hay bales for lunch. Thank you very much. Merci. Réagir? Moi, c'est drôle, j'ai compris quelque chose, mais je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris. C'est pour ça que je vais vous le répéter. C'est qu'il y aura plus d'innovation sociale dans l'avenir parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de capacités et d'outils pour en faire. Peut-être pas nécessairement parce que nous avons tant de nouveaux problèmes à résoudre, parce que c'est des problèmes qui existaient déjà, mais parce qu'on est capable de faire mieux aujourd'hui que ce qu'on a fait dans le passé à cause de toutes sortes d'outils, de réseaux, de circonstances. Et que, donc, ce sont ces outils, ces réseaux,
ces capacités qu'on doit continuer à développer. C'est ce que j'ai en tout cas retenu, c'est une des choses que j'ai retenues. On va maintenant vous donner la parole pour continuer l'échange avec Camille Bouchard et Louise Pulford. Donc, il y a deux personnes, André Fortin et Mélanie Bisson, qui vont chacune et chacun avoir un micro. Je vous invite à lever la main et André et Mélanie vont se diriger vers vous pour vous donner la parole. Alors, vous pouvez poser une question, mais aussi interagir avec Camille et Louise sur justement les raisons pour lesquelles nous ferons ou nous voudrons ou nous aurons besoin de plus d'innovation sociale dans les années qui viennent, réagir à ce que vous avez entendu. Et ce serait l'occasion aussi de sortir votre petit carton et de nous dire, vous, quelle est la réponse que vous avez donnée à cette question avant de faire votre intervention. Alors, qui voudrait intervenir? Levez la main, André et Mélanie vont se diriger vers vous. Quelqu'un derrière, je pense. Et André et Mélanie, je compte sur vous pour me diriger, parce que je vois mal le fond de la salle. C'est bon, Mélanie? Oui. Tout d'abord, je vous demande de vous lever, vous identifier. Tout d'abord, merci aux panélistes. C'était très enrichissant. Je m'appelle Simon Marchand. Je représente le profil entrepreneurial ici à l'Université Laval. En fait, j'avais une question pour M. Bouchard. C'était concernant un de ces volets, la croissance économique vers le bien-être des gens, vers le bien-être du public ou de la société. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous mentionner par rapport à ça? Je vous invite à rencontrer Nancy Nientam, qui n'est pas très loin et qui dirige le chantier de l'économie sociale et qui a ample exemple à vous refiler. Je vais en prendre un très contemporain qui, je pense, sera absolument nécessaire si on veut sortir de la situation où on est maintenant. Le ministre de la Santé a annoncé dernièrement la mise sur pied d'une nouvelle assurance qui s'appelle l'assurance autonomie. Les gens sont invités donc dans un schéma comme celui-là à contribuer à une assurance qui leur permet éventuellement d'avoir des soins de qualité qui coûtent beaucoup moins cher à l'État dans leur maisonnée, dans leur résidence. Autrement dit, les soins sont amenés là où les personnes sont plutôt que de déplacer les soins vers des personnes. Ça a l'air tout à fait facile et je le dis d'une façon tout à fait désinvolte, mais ça fait des années que le Québec est confronté à ce problème du manque de soins et de services à domicile pour des personnes en perte d'autonomie. Je pense que là, ça sera un chantier d'innovation sociale assez fascinant à observer, à suivre à la piste, où l'État donnera de fait à des groupes de citoyens, et certains groupes seront strictement ou carrément des entreprises privées, d'autres des entreprises d'économie sociale, la mission d'offrir des soins et des services de qualité à des personnes en perte d'autonomie, mais dans lequel schéma il y a une contribution qui sera demandée aux personnes. Ça, à mon avis, c'est un exemple assez intéressant de ce qui nous attend comme société si on veut éventuellement innover dans notre façon d'améliorer la qualité de vie des gens dans leur communauté et dans leur développement aussi. Autre exemple, je vais être très rapide là parce que le plus beau compliment qu'il m'a été donné de recevoir dans la vie, c'est de la part de M. Fraser Mustard, qui était un neurologue décédé maintenant, très, très impliqué dans le développement des tout jeunes enfants au Canada et qui observait le Québec de très près et qui voyait une source d'inspiration intéressante avec les centres de la petite enfance, centres à caractère éducatif, et qui m'avait dit « Vous êtes un entrepreneur social ». Je n'avais jamais entendu l'expression avant. Et je pense que ce que vous soulignez ce que vous avancez comme notion, comme concept, la notion d'entrepreneuriat, on devrait s'y attarder pas mal longuement. On lève le nez facilement sur cette expression-là pour des motifs souvent idéologiques, mais la créativité, la capacité de rassembler des ressources, de les orienter correctement et au service du bien commun,
toutes ces caractéristiques-là sont extrêmement nécessaires dans l'élaboration des modes d'économie qui sont au service de la population et non pas les humains au service de l'économie. Et dans le rapport Un Québec fou de ses enfants, nous avions proposé que les communautés qui se mobilisent autour du bien-être des tout-petits puissent avoir un fonds auquel ils pouvaient avoir accès pour pouvoir entreprendre et développer des projets qui amélioraient la communauté à l'égard des besoins du développement des tout jeunes enfants, communauté plus accueillante, plus bienveillante et plus stimulante. C'était 3 mots très importants dans notre définition. Et ça a pris des années avant que l'on puisse voir naître ça. Et je pense que c'est en 2007 ou 2007, je pense, à l'époque où M. Tony Tomassi était ministre de la Famille, il a créé, avec une fondation privée à but non lucratif, un fonds de 400 millions pour aider les populations locales à se mobiliser autour du bien-être des tout-petits dans des projets qui sont strictement définis par les populations elles-mêmes. Alors ça, c'est un autre exemple. Et là, on voit foisonner des entrepreneurs sociaux dans chacun des quartiers ou des villages où le fonds est opérationnel. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis Nadine Maltais du Réseau québécois de villes et villages en santé. Merci pour cette journée qui, jusqu'à maintenant, est très stimulante. Là. Moi, je suis en train de réaliser que je suis en train d'être impliquée dans un LABIS. J'ai bien aimé votre façon de résumer une démarche d'innovation sociale. On est en train de réaliser au Réseau Villes et villages en santé un projet pour activer le voisinage. Voisins solidaires, les bons côtés d'être à côté. On est en train de réaliser des pilotes avec 5 communautés très diversifiées à travers le Québec pour expérimenter des façons de faire en sorte que le voisinage au Québec devienne un espace d'inclusion, d'entraide, de solidarité. Parce que, bon, on a un peu dégagé le constat que c'est plus ou moins le cas actuellement. Le voisinage est un espace oublié et on pense que dans nos voisinages, il y a vraiment des gisements de solidarité qui sont là, d'entraide. Et les gens ne demandent pas mieux que de passer à l'action. Bref, on est impliqué là-dedans. Le défi, un des défis par rapport auquel la question de l'innovation sociale va être extrêmement importante, et ça fait des liens avec l'exemple que M. Bouchard a amené à l'instant, c'est celui des personnes en perte d'autonomie, les personnes âgées. Et nous, on croit que cet espace du vivre ensemble, le voisinage, peut vraiment être un espace là, qu'on pourrait stimuler, développer davantage pour en faire un espace offrant davantage d'interaction, de soutien, de participation, notamment pour les personnes âgées, pour contribuer à leur qualité de vie, voire même faire en sorte qu'elles arrivent plus tard que prévu dans un CHSLD. Mais aussi, on le voit comme un espace possible, une solution sociale par rapport à ce défi de société qu'on a pour permettre aux citoyens, à tout un chacun, qui n'ont pas le temps de s'impliquer nécessairement dans des projets collectifs ou des démarches ou des forums ou de façon informelle au quotidien, dans leur milieu de vie, d'identifier des gestes qu'ils peuvent faire au quotidien de façon simple, sans que ce soit non contraignant, et donc de façon à contribuer à une solution sociale par rapport aux personnes âgées, par rapport aux immigrants aussi qui arrivent et dont l'inclusion à la société québécoise n'est pas toujours facile, le voisinage. Bon, bref, alors c'est ce que je voulais vous partager, puis merci pour cette journée sur un sujet très stimulant. Merci. Je me tourne vers ma droite. Bonjour. Plus proche du micro. Bonjour, mon nom est Nathalie Bernier. Je suis en phase de prédémarrage, comme je me qualifie maintenant, d'entrepreneur de micro-entreprise grâce à Entrepreneuriat Laval, entre autres. Moi, en tout cas, personnellement, je vois l'innovation sociale comme ayant besoin de l'échelle humaine pour pouvoir enfin, peut-être du bottom-up, comme on dit, pouvoir évoluer. Ma question est peut-être plus pour Mme Pulford. Rapprochez le micro de votre... Excusez, plus pour Mme Pulford. C'est concernant justement les sortes de réseautage ou le soutien qu'on peut avoir justement pour se donner les bons outils, les bons exemples justement pour l'innovation. On a beaucoup de réseaux virtuels. Madame a parlé justement de rencontres entre personnes, de partage de repas pour échanger. J'aimerais avoir un peu son opinion sur le fait, qu'est-ce que les réseaux virtuels apportent? Est-ce que c'est suffisant ou l'existence de réseaux physiques sont peut-être des alternatives qu'on devrait plus envisager ou soutenir plus? Madame Pulford, je vous donne le micro.
Thank you for your question. For me, I think there is value in both. And there are lots of resources out there and lots of networks out there that allow the kind of online sharing. But for me, the physical in-person is really important, which is very difficult to manage logistically because people are all over the world and people don't have that much time. But I don't think it's until you know someone well that you can truly share and trust with them and grow with them and get more for your project by really understanding the way that people have done it. So I think for people that can work online, that's great. But actually, for the real lessons of how things actually worked, it's much easier to do that in person, or it's much better to do that in person. And I think, the amount of time that people can spend online, it just depends what you want to get out of it. But for Six, the real value is that trust that you get in a physical way between people. So I would always go for person. It is incredibly difficult and costly, but there are people that we quite often realise once you start looking around that are just around the corner from you that will be able to connect with you on some level. So there are other people that will be doing the same thing as you in your city that you can connect with. That's why we use the video conferencing a lot, because it's an easier way to get into a particular issue. But yes, it is difficult and costly. Si vous permettez, Madame, dans votre question, vous avez référé à l'échelle humaine et référant à l'échelle humaine, vous avez référé au bottom-up. Ça m'a fait réagir un peu parce que le top-down était aussi à l'échelle humaine. Et je vais m'expliquer. Il y a comme une espèce de cycle dans la production de connaissances dans le domaine des innovations sociales qui, je pense, nous demande un aller-retour entre le bottom-up et le top-down. Mon expérience de ce cycle-là, je vais vous donner un exemple, est le suivant. Dans le domaine, par exemple, des centres de la petite enfance à caractère éducatif, se sont rencontrés deux univers extrêmement différents. L'univers des mouvements de femmes des années 60-70 qui, au Québec, construisait littéralement un réseau de garderies communautaires administrées par les parents, les familles, etc., dans le but très précis d'assurer aux enfants des environnements sécuritaires pendant que les femmes s'inséraient sur le marché du travail pour celles qui le désiraient. Alors ça, c'est un mouvement communautaire. Mais en même temps, se développait de la recherche aux États-Unis sur l'impact de ce type de garderie éducative sur le développement cognitif, affectif et social des enfants, et spécialement des enfants les plus vulnérables dans nos communautés. Et lorsque ces deux univers-là se sont rencontrés, il y a eu une espèce de... le produit qui en est dérivé était une politique au Québec, une politique du développement des centres de la petite enfance, qui, sans l'un et l'autre de ces ingrédients-là, n'aurait pas pu voir le jour. Notamment parce que, et je vais vous faire la petite histoire de ça, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire du développement des centres de la petite enfance, des chercheurs se sont présentés devant les politiciens et ont dit « Messieurs, parce que c'était des messieurs, voici les impacts que l'on a recensés depuis les années 60 de l'établissement d'un réseau de services de garde à la petite enfance sur les enfants les plus vulnérables qui vont fréquenter ces services. Non, pas sur la conciliation famille-travail, sur le développement des jeunes enfants. Et l'impact était notamment économique. Et on pouvait faire la démonstration qu'un $1 investi rapportait tant dans le cours d'une vie, ce qui influence beaucoup la décision des politiques. Parce qu'ils veulent faire la démonstration que, de temps à autre, ils prennent des décisions qui ont du bon sens par rapport aux impôts que les gens payent. Alors, je veux simplement ajouter mon grain de sel à cette remarque que vous avez posée. Je pense qu'il faut apprendre à reconnaître les bénéfices qu'on peut tirer de la fréquentation de ces deux univers qui sont apparemment dans des configurations très différentes, mais qui sont très fertiles lorsqu'ils se rencontrent. Une rencontre entre la science et la société, encore. Oui. D'autres remarques, interventions? Monsieur, à ma droite?
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce débat. Denis Auger, je suis de l'Université Laval, un doctorant. Nouveau dans le domaine un peu de l'innovation sociale. C'est un intérêt récent pour moi. Je vais donc poser une question naïve, peut-être à M. Bouchard particulièrement, mais aux deux, en fait. Je constate que, dans le fond, l'innovation sociale, ça fait suite un peu à la question du bottom-up, top-down. Mais je vais essayer de le poser un petit peu différemment. Dans le fond, je constate que l'innovation sociale, c'est émergent, soit dans des lieux territoriaux micros, soit dans des espaces sectoriels. Hein? Ça émerge de ces deux modes d'organisation spontanée, je dirais. Et c'est bien différent, dans le fond, de ce à quoi on était habitué avec, par exemple, l'État-providence, qui, lui, fonctionnait beaucoup top-down, avec des enjeux d'universalité, d'égalité des citoyens, bon, etc. Et ma question, c'est comment va dans l'avenir se faire, comment va se faire l'innovation sociale du lien entre l'innovation sociale micro et, dans le fond, la relation avec des communautés de sens plus larges, à vocation un peu plus universelle, comme par exemple une nation, et en rapport, j'imagine, avec l'État. Donc, comment allons-nous passer de ce phénomène émergent micro-sectoriel ou micro-territorial à des enjeux qui étaient assumés par l'État avec des principes d'universalité qui sont encore d'ailleurs, mais à des échelles territoriales et donc à des échelles de communautés de sens plus larges. Madame Pulford, Monsieur Bouchard vous demande de comment. Camille Bouchard, I want you to answer first. Did you understand the question? Is it okay with you? I think I understood the question. This is very confusing. Listening to myself in French at the same time. I have no idea. I will, given Camille is thinking about this, and we'll give you a much more comprehensive answer. I would just share with you one of the challenges that we see, or I think we are going to see, between the top down and the bottom up. Please tell me afterwards if I have not understood. But one of the challenges between this is how we financially support the bottom up activism without killing it. So how can we provide small amounts of funding for communities to go out there and try and do these things? How do we move away from the agenda that we have in the UK at the moment of the big society, where our state just stops doing things and expects everybody else to do it for free? And that saying actually in the UK has not been used so frequently recently because it's not been so well received. So how do we find the right amounts of finance and support for the bottom up to be doing things that traditionally the state and the bigger institutions had done is one question. And then the second part of that is how to measure the bottom up and the community activity. So if you from the top-down perspective, you need to know what the results are in order to support it more. But at the same time, if you're spending your time, measuring this tiny little seedling, are you going to kill it before it's had time to grow? So I think there are some dilemmas there between the top-down and bottom-up in terms of effectively supporting without killing. So nurturing this bottom-up activity without people feeling like they've just been asked to do something that someone else should be doing for them. So I think the dilemma there is going to be very interesting. This is maybe not answering your question, but I'm sure Camille will. Non, j'aurais dit sensiblement la même chose, j'aurais ajouté ceci. Votre question me ramène à la dimension du scaling up, dans le fond.
les patenteux sociaux. Parce que l'innovation sociale, c'est des patenteux, comme il y a des patenteux technologiques. Patenteux sociaux, les entrepreneurs sociaux. Oui, mais c'est des gens, et en même temps, c'est des situations et des contextes qui ont des caractéristiques bien particulières, où l'engagement des acteurs est très important, leur talent, leur endurance, leur persévérance, très souvent, l'identification de solutions originales, la zone de risque à fréquenter, etc. Donc ça, ça fait partie des caractéristiques, je pense, l'altérité, le souci de l'autre, etc. Lorsqu'on prend une expérience qui vient comme ça, qui émerge, et qu'on tente de l'universaliser, c'est-à-dire à l'ensemble du territoire, le grand risque, c'est de ne pas rencontrer ces caractéristiques-là dans l'appareil, dans le système. Et il y a plusieurs exemples de ça, je vais vous en citer deux. Les écoles alternatives au Québec. Il y a un réseau d'écoles alternatives qui existe depuis des années. Mes enfants ont fréquenté l'école alternative. J'ai fait mon primaire 3 fois, parce que j'ai 3 enfants. Et où les parents sont engagés là, avec leur enfant, et l'enfant apprend à travers des projets qu'il définit lui-même dans son apprentissage. Donc, c'est une école qui crée l'apprentissage autour des besoins d'apprentissage de l'enfant. Et on ne s'inquiète pas trop si l'enfant ne sait pas écrire après 2 ans, il saura après 3, etc. Et finalement, ça fait des élèves au secondaire qui ont beaucoup de succès, même si on s'en inquiète. La réforme s'est beaucoup inspirée de ça au Québec. La réforme de 2008. Malheureusement, les ressources n'ont pas suivi. L'engagement des acteurs n'a pas été assuré. Le soutien des acteurs premiers, c'est-à-dire des enseignants, n'a pas été assuré non plus. Il manque un paquet de conditions qui fait que cette expérience-là, ou bien ne s'est pas concrétisée, ou a été mal entreprise, et a fait l'objet donc d'une critique épouvantable de la part et d'un manque de soutien de la population. Alors, cette idée-là, du transfert du micro à l'universel ou au territorial national, doit toujours s'accompagner d'une préoccupation contre la dilution de l'expérience. La dilution des ingrédients qui font que l'expérience est un succès et amène des changements, des transformations importantes dans l'environnement des personnes et chez les personnes elles-mêmes. Et ces ingrédients-là sont souvent à peu près les mêmes, on les a déjà nommés. Autre expérience, aux États-Unis, dans les années 70-75, on a créé un truc formidable d'intervention auprès des mamans très vulnérables de moins de 20 ans. C'était bâti autour d'une personne pivot, une infirmière, qui savait faire 3 choses dans la vie. Suivre le développement de l'enfant, assurer les soins à la maman et s'assurer que la mère était insérée ensuite à un emploi dans sa communauté avec un réseau d'appui. Elle faisait ça. Elle était investie de cette mission-là pour 5 ans dans la vie de l'enfant et de la maman. Quand on a essayé de transposer ça au Québec, on a dilué la recette. On a dit, au lieu de 4 familles, peut-être 8. Au lieu d'une infirmière, peut-être un organisateur communautaire. Au lieu de ceci, au lieu de cela. Donc, alors, ce qui nous guette, là, le danger qui nous guette, c'est la dilution. Et, dans le fond, une espèce d'indifférence aux ingrédients actifs qui ont fait le succès de l'entreprise au point de départ. Mais donc, ce n'est pas impossible d'universaliser. Non, ce n'est pas impossible du tout d'universaliser, mais regardez ce qui s'est passé. On revient toujours à cette histoire des centres de la petite enfance, mais on prévoyait au point de départ, lorsqu'on avait des conversations autour du réseau, que ça nous coûterait 200 millions par année. Ça nous en coûte 2 milliards. Mais on a un système de qualité qu'on peut encore améliorer, mais on a un système de très grande qualité où les parents peuvent confier leur enfant à toute sécurité, puis on voit que ça a des effets intéressants, surtout chez les enfants de milieux défavorisés. Mais il faut mettre le paquet. Et quand on met le paquet, on s'aperçoit que ça rapporte immédiatement. Autrement dit, quand il y a une réussite dans l'application d'un programme original d'innovation au niveau national et qu'on met le paquet, on s'aperçoit qu'on a tout de suite de retombées, même au niveau économique. Alors, vous avez vu les recherches de Fortin, de Godbout là-dessus. Là, l'État investit 2 milliards et au bout d'1 an, il empoche 2 milliards 500 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a 70 000 femmes de plus sur le marché du travail, plus d'impôts, plus de taxes en consommation, moins de chômage chez ces femmes et moins d'aide sociale. Alors,
Alors, ça se peut, oui. Madame Pulford, vous vouliez ajouter quelque chose? Yeah, just very quickly, the family nurse partnership that you talk about, I think, is one of the most interesting examples of scale, if people want to look at it, and spread and diffusion. Secondly, just back to the point I touched on earlier on about translators and being able to adopt and adapt things. Even when you are taking an innovative program from somewhere in your own country, your own city, every single ingredient and variable will be different in a different place. And I think quite often when we're talking about scale and spread and diffusion and all of those things, there is not enough understanding of exactly how the project started in the beginning and all of those elements. Therefore, it is very difficult to put it in another context or situation exactly as is. So having more skills and capacity around that kind of understanding enables the diffusion or the spread of things to happen much more effectively and efficiently. Merci. Je vais prendre 2 dernières interventions, Madame, et ensuite à ma droite. Bonjour, mon nom est Joanne Landry. Je travaille pour Espace pour la vie. Donc, Espace pour la vie, c'est le biodôme, le jardin botanique, l'insectarium et le planétarium. Et je me sens très privilégiée de travailler pour ces organismes parce que, en fait, depuis très longtemps, en particulier le jardin botanique a été un innovateur social, non seulement au niveau scientifique, mais aussi au niveau social, parce que les jardins communautaires à Montréal, c'est eux qui les ont initiés suite à une demande des citoyens qui avaient perdu, qui étaient pauvres. Et c'est la même chose pour, par exemple, les pistes cyclables. C'est le service des parcs qui a inventé, qui a tracé, qui a imaginé ces pistes cyclables. Donc, il y a beaucoup de choses à Montréal qui ont été au départ pensées, imaginées au Jardin botanique et au service des parcs. Vous nous signalez le rôle qu'une institution publique peut jouer pour susciter et implanter des innovations. Oui, tout à fait. Et Espace pour la vie, c'est un lieu, donc c'est un espace à Montréal. C'est aussi un engagement parce qu'on s'est engagé pour la préservation et la protection de la biodiversité, mais c'est aussi un mouvement. Donc, on veut travailler de façon plus étroite avec les citoyens pour développer un mouvement de retour et pas de retour nécessairement vers la nature, mais on sait très bien que le contact avec la nature est important pour le développement de l'enfant, donc le développement de l'humain. Et pour moi, la question auquel j'ai répondu, c'est qu'un des besoins prioritaires, c'est de rétablir ce lien entre l'humain et la nature pour redécouvrir sa nature humaine. Et je pense que quand on voit économiquement, là, les gens qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent un chalet dans le Nord ou dans les cantons de l'Est parce qu'ils ont besoin de se ressourcer dans la nature. Et on voit très bien que les gens qui sont pauvres, en milieu urbain, ont besoin aussi de se retrouver dans la nature. Et donc, comment au niveau social, de l'innovation sociale, on pourrait justement essayer de favoriser ce lien-là? Alors, je pose la question, mais j'ai une autre petite question pour monsieur Bouchard, c'est que moi, je pense qu'au niveau bénévolat et engagement social, il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau de la fiscalité. On sait très bien que dans les entreprises, il y a de la commandite de services maintenant, qui est en fait des entreprises qui prêtent 2 ou 3 personnes et qui se font donner un reçu d'impôt qui correspond au salaire de ces personnes-là pendant, mettons, 1 mois. Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays ou dans d'autres communautés où les bénévoles individuels donnent du temps, mais reçoivent des reçus d'impôt? Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que on peut imaginer ça? Que ça pourrait favoriser. Je ne sais pas si avez-vous une ça réponse? Existe. Vous ne le savez pas? Madame Pulford? Est-ce que vous savez si ça existe quelque part, des bénévoles qui reçoivent un... Yeah, I think it does. I think there are, I mean, Yuri may know of some other European examples, but increasingly in the UK, I don't know if that's a specific thing, but increasingly in the UK, there are things like tax credits and reductions for people working in social enterprise and setting up new things. So there are many, many incentives for people to do this kind of work. So yes, I think we can see that happening a lot. Je vais prendre une dernière intervention avant le lunch. À ma droite. Ah.
C'est ça, ma droite. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Serge Larreau. Je suis un patenteux social. Je suis directeur du magazine L'Itinéraire à Montréal. J'ai parti ça en 1994 avec un groupe d'itinérants. C'est le concept des journaux de rue, c'est-à-dire qu'on fait travailler des itinérants à vendre un journal dans les rues. C'est un concept qui avait été créé à New York en 1989 et en l'espace de quelques années, il s'en est créé partout dans le monde. C'était notre innovation à l'époque parce qu'il y avait peu de gens qui avaient essayé de faire travailler des gens de la rue pour trouver une alternative à la mendicité. Je suis président du Réseau international des journaux de rue. Il y a 120 journaux qui se sont fédérés dans 40 pays et il y a plus de 27 000 sans-abri par année qui travaillent avec ça. Bravo. Merci. Ma question, peut-être à M. Bouchard et à Mme Pulford au niveau international. Quand j'ai démarré en 1994, en tout cas, il y avait, je trouve, de l'appui gouvernemental pour l'innovation. Il y a beaucoup de choses qui ont été, surtout au Québec, créées. Les groupes communautaires, les grands groupes qui aujourd'hui offrent des services importants, ont été créés à la fin des années 80, début 90. Depuis 10 ans, on parle, en tout cas, vous semblez optimiste qu'il va y avoir beaucoup d'innovation sociale. Il y a des réseaux qui se créent, mais votre opinion actuellement sur l'humeur des gouvernements, est-ce que réellement, dans les gouvernements, que ce soit au Québec ou dans le monde, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à dire oui, il faut continuer, il faut pousser pour favoriser la création et l'émergence de nouvelles innovations sociales? Merci. Alors, je vais vous demander à tous les deux votre réponse. Ça sera en même temps votre mot de la fin pour cette table ronde. Madame Pulford ou Camille veut commencer? De fait, je ne sais pas. Je pense que nous aurons une indication bientôt de l'humeur du gouvernement québécois actuel concernant cela dans sa politique. Moi, je vous invite à surveiller ça très attentivement. Quelles vont être les orientations en cette matière-là? Et est-ce que l'innovation sociale va être va correspondre notamment à la définition que l'on s'est donnée au cours des années? Ou est-ce qu'on va la faire dévier plus lourdement vers le terme qui est employé de plus en plus, l'innovation organisationnelle, au profit des entreprises, de telle sorte à augmenter la productivité des entreprises? Remarquez que si ça améliorait la productivité de votre entreprise, je serais d'accord. Mais il y a vraiment une question de valeur là-dedans, n'est-ce pas? Et il faut voir jusqu'à quel point l'État va supporter dans sa nouvelle politique de l'innovation les entreprises qui ont comme mission de favoriser le bien commun, le partage, la distribution équitable des richesses, des talents et des ressources. Ça, je pense que c'est une partie de ma réponse. Puis autrement, je vous dirais à la blague que comment ça coûtait cher votre journal? Hein? J'ai dit ça à un de vos camelots dernièrement. Comment ça coûtait cher? Ça coûte de plus en plus cher de fréquenter le centre-ville. Mais c'est une entreprise formidable. Et il y a tellement de fierté que l'on peut sentir chez les gens qui nous offrent le journal. Et il y a tellement de rapprochements qui ça crée, des conversations qu'on peut amorcer avec les camelots, des échanges plus longs que simplement j'achète et je m'en vais. Là. Moi, je trouve que c'est un trait d'union extraordinaire entre nous, qui avons une résidence, et eux qui n'en ont pas. Et je trouve ça formidable. Bravo. Madame Pulford. Well, congratulations on your enterprise. It's clearly very successful here. Governments and social innovation is something that I struggle with a lot. So we do a lot of work with the European Commission, but also with national governments. And by name, yes, of course, we all have our social innovation strategies. But what does that mean, and how does that actually translate is a different question. And what evidence is that based on? And is there enough investment in the research side to really understand how we're building these strategies? In terms of funding, one of the things that I struggle with a lot is it's very nice that you've created some small funds, for example, for people to try things out. But while the processes are so ridiculously laborious to actually apply for these small amounts of money, can innovative organizations really do that?
Then there is a bigger question for governments and how they manage risk. And at a time where there isn't very much resource, how much can we risk when on something that we don't know what the end is? By its very nature, innovation, we don't know what's going to come out at the end. If we did, it would be a 5-point plan. So how do governments manage that? But for me, two bigger issues are this expecting a magic bullet and a little bit snatch and grab. So if I put in place unlimited fund and a hub and a strategy and a incubator, without the human factor, is that enough for government? So for them just grabbing all these structures where they can and not connecting them, I think is really important. But the second one is around how governments think about this, and a little bit what creates behaviour change. And I certainly won't go into that area, but are governments thinking of social innovation as a thing to get a little bit better, to manage, to work with the efficiency agenda, to manage people's expectations enough so that people have a slightly better life? Or are they able to think about doing things radically different? Are they able to think about things like disruptive innovation and open innovation and those things? And for me, the efficiency agenda isn't quite enough. We really need people to think about things differently. And I think a social innovation strategy isn't going to enable governments to quite do that. Camille Bouchard, terminé. Je pense qu'il me vient à l'esprit qu'une autre indication de la volonté des gouvernements et de leur capacité de s'inspirer de ce mouvement d'innovation sociale serait, par exemple, et c'est un gros défi, je pense, à poser au gouvernement, quel qu'il soit, mais au gouvernement actuel, je pense qu'on peut poser la question de transformer la nouvelle banque de développement économique en banque de développement économique et social. Il y a plusieurs années de cela, alors que j'étais en politique, nous avions discuté dans les entrailles du Parti québécois, dans ces nombreux comités, de la possibilité de créer un conseil du développement économique et social au Québec, de telle sorte à ce qu'il puisse y avoir un regard, deux regards obliques sur le même objet, concernant les effets et les impacts économiques d'une décision, mais les impacts sociaux d'une décision également. Et lorsque on sera doté, me semble-t-il, d'une banque qui réfléchira dans ces termes-là, on aura là un indice sérieux de la volonté du gouvernement d'investir dans l'innovation sociale. À la fois un souhait et une proposition, et peut-être une indication de ce que ça pourrait être un gouvernement qui se soucie d'innovation sociale. Merci. Je vous invite à vous joindre à moi pour remercier Camille Bouchard et Louise Pulford. Nous allons poursuivre cette conversation-là cet après-midi avec d'autres présentations, une conférence et une table ronde de clôture où justement nous aborderons des éléments ou les conditions nécessaires à un écosystème de soutien et de promotion de l'innovation sociale au Québec avec des invités de grande qualité, encore une fois. Et donc, je vous invite à revenir ici pour 13h30. Le dîner est libre. Il y a des facilités de restauration ici même dans le pavillon de l'université ou ailleurs à proximité. Je vous invite aussi à nous laisser dans des paniers qui sont derrière dans les mains de mon collègue Louis-Philippe les cartons que vous avez remplis. Nous allons compiler les réponses que vous nous avez données et nous vous reviendrons avec cela un peu plus tard. Donc, merci d'avoir été là ce matin. On vous retrouve à 13h30.